Girbeau m'a dit, Octave dit à ces gens d'éteindre leur portable. N'est-ce pas? J'ai dit, monsieur, sauf votre respect, un portable c'est fait pour causer. Il m'a dit, discutez pas, Octave est Hitler. Alors j'ai dit, patron, oh là là, je pourrais en raconter des choses. Ah, même les écrire. Ouais. Justement, je sais pas écrire. Trop de lettres. Je pourrais peut-être demander à la femme de chambre, elle m'a l'air bien dégourdie celle-là, tiens. Octave, t'es un génie. Aujourd'hui, je suis entrée dans ma nouvelle place. C'est la 12e en 2 ans. Ah, bien entendu, je parle pas des places que j'ai faites durant les années précédentes. Il me serait impossible de les compter. Ah ça, j'en ai vu des intérieurs, des visages, des sales âmes. Et c'est pas fini. Enfin, me voilà en Normandie, au Ménil-Roi, chez monsieur et madame Lanlaire. La propriété de madame s'appelle le Prieuré. Ah, c'est pas la première fois que je suis envoyée en province. Il y a 4 ans, j'y ai fait une place. Pas longtemps. Ah, je me souviens de cette aventure. Comme si elle était d'hier. Bien que les détails en soient un peu lestes, même assez horribles, je vais vous la conter. Voici la chose. Non mais dites donc. J'avais été arrêtée pour être femme de chambre chez un certain monsieur Rabourg, en Touraine. Alors, figurez-vous, un petit vieux, tiré à 4 épingles, rasé de frais et tout rose, ainsi qu'une poupée. Comment vous appelez-vous, mon enfant? Célestine, monsieur. Célestine? Ah bah diable, hein. Je vous appellerai Marie, si vous le voulez bien. Toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie. Ainsi, ça ne vous déplaît pas que je vous appelle Marie? Bah oui, monsieur. Ah bah jolie fille. Ouais, j'ai bon caractère. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Ses yeux restaient obstinément fixés sur mes bottines. Vous en avez d'autres? Oui, monsieur, j'en ai d'autres. Des vernis? Oui, monsieur. Des très vernis? Bah, oui, monsieur. Ah, c'est bien, c'est bien. Et en cuir jaune. Ah non, ça, je n'en ai pas, monsieur. Eh bien, il faudra en avoir. Je vous en donnerai. Ah bah merci, monsieur.
Viens, tais-toi. Il venait de passer dans ses yeux des lueurs troubles. Un peu de salive moussée au coin de ses lèvres. Ce n'est rien, mon enfant, c'est fini. Mais comprenez-moi bien, je suis un petit peu maniaque. Alors c'est moi qui l'essurerai, vos bottines, vos petites bottines. Vos chères petites bottines. C'est moi qui les entretiendrai. Écoutez bien. Chaque soir, en allant vous coucher, vous porterez vos bottines dans ma chambre et vous les placerez près du lit sur une petite table. Et tous les matins, en venant ouvrir mes fenêtres, vous les reprendrez. Ah ben c'est pas énorme ce que je vous demande là. Hein? C'est une chose très naturelle, après tout. Et si vous êtes gentille, si vous êtes bien gentille, bien obéissante, eh bien, je vous ferai des petits cadeaux. Et qu'est-ce que je vous demande là? Ben, c'est pas extraordinaire, hein? Ben, pourquoi ne marches-tu pas? Ben, marche un peu, que je les vois remuer, que je les vois vivre, ces petites bottines. Il s'agenouilla, baisa mes bottines, les pétrit de ses doigts fébriles et caresseurs. Oh, Marie! Oh, Marie! Marie, tes petites bottines! Oh, je les veux! Tout de suite! Oh, donnez-moi! Quelques jours après, le lendemain, en allant ouvrir les fenêtres dans la chambre, monsieur était mort, étendu sur le dos, au milieu du lit, le corps presque entièrement nu. J'aurais cru qu'il dormait si son visage n'eût été violet. Violet, affreusement. De ce violet sinistre qu'ont les aubergines. Monsieur tenait serré dans ses dents une de mes bottines. Si durement serrée dans ses dents que je fus obligée d'en découper le cuir avec un rasoir pour la leur arracher. Je suis pas une sainte. J'ai connu bien des hommes. Et je sais, par expérience, toutes les saletés, toutes les folies dont ils sont capables. C'est pas de ma faute. Si les âmes dont on arrache les voiles et qu'on montre à nu exhalent une si forte odeur de pourriture. J'aurais dû, peut-être, passer le pas, carrément, de la domesticité à la galanterie. Comme tant d'autres que j'ai connues et qui étaient bien moins avantageuses que moi. Hein. Ah, ça, j'aurais pu réussir. J'aurais pu réussir, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur car on ne sait pas où cela vous mène. Il y a autre chose. En dépit de mon existence dévergondée, j'ai gardé en moi, au fond de moi, un sentiment religieux très sincère, qui me préserve des chutes définitives et me retient au bord des pires abîmes. À ça, si on n'avait pas la religion, les soirs de morne purée et de détresse morale, si on n'avait pas la Sainte Vierge, Saint Antoine de Padoue, puis tout le Bataclan, on serait beaucoup plus malheureux, hein. Ça, c'est sûr. Puis qu'est-ce qu'on deviendrait? Jusqu'où on irait? Ça, c'est le diable seul qui le sait. Et puis, c'est plus grave. J'ai pas la moindre défense contre les hommes. Ah, quand ils me parlent, ces monstres-là, que je sens dans ma nuque le piquant de leur barbe et la chaleur de leur haleine, va te promener, je suis plus qu'une chiffre. J'aime trop l'amour.
fort que moi. Je puis pas demander d'argent à qui me donne du bonheur. Alors me voilà au prieuré. Puisque c'est grand cette baraque. Il n'y a que des coins et des recoins. Aussitôt arrivée, Madame Lanlaire m'a promené dans toute la maison. Il faudra faire très attention à ça, ma fille. C'est très joli, ça, ma fille. C'est très rare, ça, ma fille. Ça coûte très cher, ça, ma fille. Elle pourrait pas m'appeler par mon nom. Au lieu de tout le temps dire ma fille par-ci, ma fille par-là. Et est-ce que je l'appelle la petite mère, moi? Alors, madame n'a dans la bouche que ce mot. Très cher. C'est agaçant. Tout ce qui lui appartient. Même de pauvres objets de 4 sous, c'est très cher. Ma fille, cette lampe coûte très cher. On ne peut la réparer qu'en Angleterre. Ayez-en soin, comme de la prunelle de vos yeux. J'ai eu envie de lui dire, dis donc la petite mère, et ton pot de chambre, est-ce qu'il coûte très cher? Et l'envoie-t-on à Londres quand il est fêlé? Bah quoi, c'est vrai. Bonsoir. 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 Mais bonsoir. Je serais bien étonnée que madame fût portée sur la chose. Les vieilles filles vierges, elles gardent en toute sa personne, je ne sais quoi, d'aigre, de momifié, de desséché. Aux expressions de son visage, aux gestes durs, aux flexions raides de son corps, on sent pas du tout l'amour. Puis jamais le désir. Oh, le soir, comme je mettais le couvert, monsieur est entré dans la salle à manger. Alors, c'est un homme très grand, avec une large carrure d'épaule, de fortes moustaches noires et un teint mat. La bouche rouge, souriante et sensuelle atteste la force et la bonne humeur. Je parie qu'il est porté sur la chose. J'ai vu ça tout de suite. À son nez, mobile, flaireur, sensuel, il m'a examiné d'un air tout drôle. Alors, comme ça, c'est vous la nouvelle femme de chambre. Bah oui, monsieur, c'est moi. Alors, comme ça, vous êtes arrivée. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Et comme ça, vous venez de Paris. Bah voilà, monsieur, de Paris. Ah bah c'est bien. C'est bien. Et comment vous appelez-vous? Célestine, monsieur. Célestine. Ah bah c'est bien. C'est un nom pas commun, hein. C'est un joli nom, ma foi. Eh bien, Célestine, voulez-vous m'aider à retirer mes bottes? Ça vous ennuie pas au moins? Ah mais certainement non, monsieur. Parce que voyez-vous, ces sacrées bottes, elles sont très difficiles. Elles glissent mal. Dans un mouvement que j'ai essayé de rendre harmonieux, souple et même provoquant, je me suis agenouillée en face de lui et pendant que je l'aidais à retirer ses bottes, j'ai parfaitement senti que son nez s'excitait au parfum de ma nuque, que ses yeux suivaient avec un intérêt grandissant les contours de mon corsage et tout ce qui se révélait de moi à travers la robe. Sapristi, Célestine, vous sentez rudement bon. À moi, monsieur? Ah oui, vous, bandit. Je pense bien que c'est pas mes pieds. Oh, oh bah monsieur. Ah non, là, Célestine, vous sentez rudement bon. Voulez-vous bien me donner mes pantoufles? Je vous demande pardon. Ah mais monsieur, mais c'est mon métier. Oui, enfin, elles sont sous l'escalier dans un petit cagibi noir à gauche.
Eh bien, Célestine, est-ce que vous vous habituez ici, maintenant? Non, mais cette question. Si je m'habitue ici, maintenant, 5 minutes que je suis là. Je crois que j'en aurai tout ce que je voudrais de ce type-là. Il est pas malin, il se livre du premier coup. Ah ça, on pourrait le mener loin. Le dîner s'est passé sans incident, presque silencieusement. J'adore servir à table. C'est là qu'on surprend ses maîtres dans toute la saleté, dans toute la bassesse de leur nature intime. Je n'aime pas que l'on se mette des parfums. Vous m'entendez, Célestine? Bien, madame. Alors j'ai regardé monsieur la dérober. Parce qu'il les aime, lui, les parfums. Enfin, du moins, il aime mon parfum. La lampe, Célestine. Vous voyez bien qu'il fait nuit. Je ne devrais pas avoir à vous demander la lampe. Que ce soit la dernière fois, n'est-ce pas? Attends un peu, mon gros. Tu crains rien. Te désole pas. Je t'en donnerai à boire et à manger des parfums que tu aimes et dont tu es si privé. Tu les respireras. Ah oui, ça, je te le promets, tu les respireras. À mes cheveux, à ma bouche, à ma gorge, à toute ma chair. Tous les deux, nous nous ferons voir de joyeuses à cette pécore. Je t'en réponds. Et pour matérialiser cette muette invocation, en déposant la lampe sur la table, je pris le soin de frôler légèrement le bras de monsieur. Puis je me retirai. L'office est pas gai. En plus de moi, il n'y a que 2 domestiques. Une cuisinière qui grinche tout le temps, et un jardinier cocher qui dit jamais un mot. La cuisinière s'appelle Marianne, le jardinier cocher Joseph. Des paysans abrutis. Ils ont de ces têtes. Ah non, ça, là, je vais me faire vieille dans cette baraque. Hein. Vrai. Mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi? Dans ce trou de province? J'ai bien envie de m'en aller. Tirer ma révérence une fois pour toutes à ce pays de sauvages. Tantôt, j'ai croisé monsieur dans l'escalier. Il partait pour la chasse. Monsieur m'a regardé d'un air polisson, puis m'a encore demandé. Alors, Célestine, est-ce que vous vous habituez ici, maintenant? Décidément, c'est une manie. J'ai répondu. Ah, je sais pas, monsieur. Et monsieur, est-ce qu'il s'habitue, lui? Ah, monsieur a pouffé. Ah, alors, bah, faut vous habituer, Célestine, s'apprécie. Faut vous habituer. Ah ben, je tâcherai, monsieur. Avec l'aide de monsieur. Je crois qu'il voulait me dire quelque chose de très raide. Ses yeux brillaient comme 2 braises. Mais madame est apparue en haut de l'escalier, monsieur a filé de son côté, puis moi du mien. C'est dommage. Je commence à bien connaître monsieur. Quand il sort pas avant le déjeuner, monsieur jardine. Enfin, du moins. Il fait semblant de s'occuper à n'importe quoi dans ses plates-bandes. Loin de madame, il est plus le même. Sa figure s'éclaire, son œil lui. À la maison, par exemple, il me parle presque plus. Semble ne pas faire attention à moi. Alors que dehors, il manque jamais de m'adresser un petit mot gentil. Après s'être assuré toutefois que madame ne peut l'épier. Alors, Célestine, j'espère que cette fois, vous vous êtes habituée. Ah mais certainement, monsieur. Alors là, je suis habituée. À la bonne heure. Eh ben, je parie, Célestine, que vous avez dû en faire des farces à Paris. Hein? Vous en avez fait de ces farces. Bon.
monsieur. On va quoi? Une jolie fille comme vous avec des yeux pareils? Ah oui, ça vous avez dû en faire de ces farces. Et puis tant mieux. Alors moi je suis pour qu'on s'amuse, sapristi. Moi je suis pour l'amour, non un chien. Ah mais monsieur se trompe. Monsieur doit savoir que je suis une honnête fille. Monsieur mériterait que j'aille tout de suite me plaindre à madame. Mais quoi madame? Je m'en moque bien de madame. Faut pas qu'elle m'embête. J'en ai par-dessus la tête de madame. Oh bah monsieur n'est pas juste. Monsieur a tort. Madame est une femme très aimable. Elle est aimable, elle. Elle a gâché ma vie. Je suis plus un homme, je suis plus rien. On se fout de moi partout dans le pays. Et tout ça, c'est à cause de qui? À cause de ma femme. Ma femme, Célestine. C'est une vache. Ah oui. Une vache. Une vache, une vache, une vache. Moi, je lui fis de la morale. Je lui parlais doucement, vantant hypocritement l'énergie, l'ordre, toutes les vertus domestiques de madame. J'arrive à le calmer un peu. Pauvre monsieur. Je jouais avec lui avec une aisance merveilleuse. D'un simple regard, je le faisais passer de la colère à l'attendrissement. Alors il bégayait. Alors voilà, vous êtes si douce, vous êtes si bonne. Alors que cette vache, cette... Non. Doucement, monsieur, doucement. Voilà, vous êtes si douce. Et pourtant, vous n'êtes qu'une femme de chambre. Hein. Alors, si vous vouliez, Célestine... Monsieur voudrait peut-être que je trompe madame avec monsieur. Que je fasse avec monsieur des cochonneries. Ah bah oui. Ah bah alors... Monsieur n'y pense pas. Alors moi, Célestine, je pense qu'à ça. Hein. Un mot de plus, monsieur. Et cette fois, je le dis tout à madame. Enfin, mais... Oh, écoute, oh non, si quelqu'un vous voyait dans cet état, dans le jardin... J'avais envie de rire. Moi, je pourrais lui en donner du bonheur, mon pauvre gros père qui en est tout privé. Notre chair reste insensible à ses caresses. Quelle sensation délicieuse, pure, de voir un pauvre bougre dont les yeux se tournent et qui se pâment dans vos bras. Et puis ce serait rigolo, à cause de madame. Nous verrons cela plus tard. Ma mère est morte. On a appris la nouvelle ce matin. Par une lettre du pays. Bien que j'ai jamais eu d'elle que des coups, bah ça m'a fait de la peine. Puis j'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré. J'aurais bien voulu partir, mais à quoi bon partir? Mon frère est en service sur un bateau de l'État en Chine, et puis ma sœur Louise, où est-elle maintenant? Je sais pas. Depuis qu'elle nous quitta pour suivre Jean le Duf à Concarneau, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle est peut-être en maison. Ou elle est peut-être morte, elle aussi. Ouais. Peut-être aussi que mon frère est mort. Bah ouais, pourquoi j'irais là-bas? J'ai plus personne. Ma mère n'a rien laissé et les frusques et les quelques meubles qu'elle possédait paieront certainement pas l'eau de vie qu'elle doit. C'est drôle, hein, quand même. Tant qu'elle était en vie, je pensais presque jamais à elle. Je n'éprouvais pas le besoin de la revoir. Je lui écrivais seulement à mes changements de place, puis pour lui donner ma nouvelle adresse. Puis là, d'apprendre tout à coup qu'elle est morte, bah voilà que j'ai la main deuil. Et que je me
me sens plus seule que jamais. Il y a vraiment trop de bonheur d'un côté et puis trop de malheur de l'autre. Le monde n'est pas juste. Une nuit, je me souviens, j'étais petite pourtant. Je me souviens que nous fûmes réveillés en sursaut par la corne du bateau de sauvetage. Puis la veille, le vent soufflait en tempête. Quelques chaloupes seulement avaient pu rentrer. Les autres, les pauvres autres étaient certainement en péril. En entendant la corne du bateau de sauvetage, ma mère se leva. Toute tremblante, très pâle. Et elle se dirigea vers le moule. Ma sœur Louise, qui était déjà grande, et mon frère plus petit la suivaient. Les ruelles étaient pleines de monde. Des femmes, des vieux, des gamins. Et sur le quai où l'on entendait gémir les bateaux se pressait une foule d'ombres. Effarée. Ma mère prit la sente qui contourne l'estuaire jusqu'au phare. Malgré les secousses, et en quelque sorte bercée par elle, malgré le vent et en quelque sorte étourdie par lui, je m'endormis dans les bras de ma mère et je me réveillais dans une salle basse. Et je vis, entre des dos sombres, entre des visages mornes, entre des bras agités, je vis, étendu sur un lit de camp éclairé par 2 chandelles, un grand cadavre, un cadavre effrayant, long, nu, tout rigide, la face broyée, les membres rayés de balafres saignantes et meurtris de taches bleues. C'était mon père. Je le vois encore. Il avait les cheveux collés au crâne. Et dans les cheveux des goémons emmêlés qui lui faisaient comme une couronne. C'est à partir de ce moment-là que ma mère s'adonna avec rage à la boisson. Elle s'enfermait chez elle à s'enivrer, querelleuse, morne. Et quand elle était pleine d'eau de vie, elle nous battait. Puis elle se débaucha pour gagner de quoi boire. La nuit. Toutes les nuits. On entendait des coups sourds frapper à notre porte. Un matelot entrait. Il emplissait la chambre d'une forte odeur de poisson. Il se couchait. Il restait 1 heure. Et puis il repartait. Puis un autre venait après, se couchait, pareil, il restait 1 heure, puis repartait encore. Les années passèrent. Pareil. On s'écartait de nous dans les ruelles. Les braves gens nous chassaient à coups de pierre des maisons où nous venions tantôt marauder, tantôt mendier. Puis un jour que ma sœur Louise faisait elle aussi le sale noce avec des matelots, elle s'enfuit. Puis ce fut mon frère qui s'engagea. Mousse. Je restais seule avec ma mère. À 10 ans, j'étais plus chaste. Initiée par maman au triste exemple de ce que c'est que l'amour
pervertie par toutes les polissonneries auxquelles je me livrais avec les petits garçons, je m'étais développée physiquement très vite. À 11 ans, j'allais tellement pousser que je connaissais les premières secousses de la puberté. À 12 ans, j'étais femme. Là, tout à fait. Puis plus vierge. Violée? Non. Pas absolument. Consentante, oui. À peu près. Dans la mesure où le permettait l'ingénuité de mon vice et la candeur de ma dépravation. C'était un dimanche, après la grande messe. Un vieux, aussi velu, aussi malodorant qu'un bouc, et dont le visage n'était qu'une broussaille sordide de barbe et de cheveux. Il m'entraîna sur la grève près de Saint-Jean. Puis, là, dans une cachette de la falaise, dans un trou du rocher, sur un lit de goémon fermenté sans que je ne me sois ni débattue, ni refusée. Il me posséda pour une orange. Je me demande ce que je serais devenue dans cet enfer. Si les petites sœurs de Pont-de-Croix, me trouvant intelligente et gentille, ne m'avaient recueillie par pitié. Elles m'apprirent à lire, à écrire, à coudre et à faire le ménage. Et quand je fus à peu près instruite de ces choses nécessaires, elles me placèrent à Paris comme petite bonne, chez un colonel en retraite. C'était des braves gens, mais alors tristes. Tristes! Au bout de 8 mois, je les envoyais promener par un coup de tête. Que j'ai regretté, mais... Quoi, j'entendais Paris. Respirer et vivre autour de moi. Son haleine m'emplissait le cœur de désirs nouveaux. Et bien que je ne sortisse pas souvent, j'avais pu admirer avec un prodigieux étonnement les étalages, les foules, les ruelles, les voitures éclatantes et les femmes parées. Le soir, quand je me couchais, au 6e étage, j'enviais les autres domestiques et leurs farces que je trouvais charmantes. Leurs histoires me plongeaient dans des surprises merveilleuses. Aussi peu de temps que je sois restée là, au 6e étage, j'ai vu toutes les débouches. Puis j'ai pris ma part. Avec l'emportement, avec l'émulation d'une novice. Je suis pas vieille, hein, pourtant. Bah, j'en ai vu des choses. De près, j'en ai vu des gens tout nus. J'en ai vu l'odeur de leur linge, de leur peau, de leur âme. Bah, malgré les parfums, ça sent pas bon. Tout ce qu'un intérieur respecté, tout ce qu'une famille honnête peuvent cacher de saleté, de vices honteux, de crimes bas sous les apparences de la vertu. Moi, je connais ça. Ils ont beau être riches, avoir des frusques de soie, de velours, des meubles dorés, se baigner dans des machins en argent, faire de la piaffe. Moi, je les connais. C'est pas propre. Et leur
cœur est plus dégoûtant que de l'était le lit de ma mère. La solitude, c'est pas de vivre seul. Non. La solitude, c'est de vivre chez les autres. Chez des gens qui ne s'intéressent pas à vous. Des gens pour qui vous comptez moins qu'un chien. Des gens qui vous laissent que leur défroque inutile et leur reste gâté. Ah, ah, vous pouvez manger cette poire. Elle est pourrie. Ah, mais finissez ce poulet à la cuisine, il sent mauvais. Chaque mot vous rabaisse. Chaque geste vous ravale plus bas qu'une bête. Il faut rien dire, hein, non? Hein? Non, faut remercier. Et puis faut sourire. Faute de passer pour une ingrate, un mauvais cœur. Quelquefois, en coiffant mes maîtresses, j'ai eu l'envie un peu folle de leur déchirer la nuque, de leur fouiller les seins avec mes ongles. Oh, pauvre monsieur. Après le dîner, monsieur et madame eurent une forte pique. Mais je te dis que tu fais attention à cette fille. Oh, bah, alors moi, par exemple, ça vraiment, en voilà des idées. Avec ça que je ne connais pas ta conduite et tes goûts et tous ces sales torchons que tu trousses dans la campagne. Et la petite Jésureau, 15 ans, misérable, et pour laquelle il a fallu que je paye 500 francs. Sans quoi aujourd'hui tu serais peut-être en prison, comme ton misérable de père. Monsieur s'était effondré dans un fauteuil, il se taisait. Ah mais ça m'est bien égal. Je ne suis pas jalouse. Tout ce que je ne veux pas, c'est que cela me coûte de l'argent. Je sais pas. C'est comme le prétend madame, monsieur trousse les petites filles dans les campagnes. Mais quand cela serait, il n'aurait pas tort si tel est son plaisir. C'est un homme fort, il mange beaucoup, il lui en faut. Et madame, elle lui en donne jamais. Depuis que je suis ici, monsieur peut se fouiller. Et c'est d'autant plus extraordinaire qu'ils n'ont qu'un lit. Mais une femme de chambre à la cool et qui a de l'œil, c'est parfaitement ce qui se passe chez ses maîtres. Il est même inconcevable quand on veut donner des leçons de morale aux autres. Qu'on n'efface pas un peu mieux les traces de ses manies amoureuses.
début, dans les commencements, ça me faisait un drôle d'effet de revoir mes maîtres après, le lendemain. J'étais toute troublée. En servant le déjeuner, je pouvais pas m'empêcher de les regarder. Regarder leurs yeux, leur bouche, leurs mains. Ça éveillait en moi des idées, des images, des... Oh, comment exprimer ça? Des désirs qui me persécutaient pour le reste de la journée et faute de ne pouvoir les satisfaire comme j'eusse voulu, m'adonnait avec une frénésie sauvage à la morne, à la bêtissante obsession de mes propres caresses. Aujourd'hui, devant ces visages sur qui les poudres, les pattes, les os de Cologne n'ont pu effacer les meurtrissures de la nuit, je hausse les épaules. Rue Lincoln. Ah oui, rue Lincoln, tiens, par exemple. Là, ça se passait vendredi. Régulièrement, il ne pouvait pas y avoir de doute là-dessus. Le vendredi, c'était le jour de madame. Il venait plein de monde. Des femmes évaporées, jacasses, effrontées, maquillées. Dieu sait. Du monde très chouette. Enfin, probable qu'elle devait dire entre elles pas mal de saleté que ça devait exciter madame. Et puis le soir, alors là, c'était l'opéra avec tout le tintouin. Enfin, si c'était le jour de madame, on peut dire que c'était la nuit de monsieur. La nuit de Coco. Puis quelle nuit? Ah, fallait voir ça le lendemain. Le cabinet de toilette, la chambre, le désordre des meubles, des linges partout, l'eau des cuvettes renversées sur les tapis. Puis l'odeur. L'odeur violente de tout ça. Une odeur de peau humaine mélangée à des parfums. Des parfums qui sentaient bon. Dans le cabinet de toilette de madame, il y avait une grande glace qui prenait toute la hauteur du mur jusqu'au plafond. Et devant la glace, il y avait des piles de coussins, effondrés, foulés, piétinés. Et de chaque côté, 2 hauts candélabres, dont les bougies avaient disparu et coulé en fines larmes aux branches d'argent. Ouais, il en fallait du micmac à ces deux-là. Je me demande bien ce qu'ils auraient pu inventer s'ils n'avaient pas été mariés. Oh, oh, oh. Ça me rappelle notre fameux voyage en Belgique. L'année où nous allâmes passer quelques semaines à Ostende, dans la station de Fénise. Alors, c'était la nuit. Visite de la douane. Monsieur, très endormi, était resté dans son compartiment. Ce fut donc madame qui se rendit avec moi dans la salle où on inspectait les bagages. Avez-vous quelque chose à déclarer? Vous demanda un gros douanier. Non, j'ai rien. Ouvrez la malle. Parmi les 6 malles que nous emportions, il avait choisi la plus grande, la plus lourde, une malle en peau de truie recouverte de son enveloppe de toile grise. Enfin, puisque je vous dis qu'il n'y a rien, ouvrez tout de même. Madame ouvrit la malle. Le douanier, avec une joie haineuse, se mit à renifler l'odeur délicieuse qui s'en échappait. Et aussitôt, il se mit à fouiller avec ses pattes noires et maladroites parmi les lingeries fines et les robes. Madame était furieuse, elle poussait des cris, oh, 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 d'autant que l'animal bousculait, froissait avec une malveillance évidente tout ce que nous avions rangé si précieusement. La visite allait se terminer sans plus d'encombre quand le gablou, fouillant tout au fond de la malle, sortit un long écrin de velours rouge. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des bijoux. Ouvrez-le. Je vous dis que ce sont des bijoux. À quoi bon? Ouvrez-le. Non, je ne l'ouvrirai pas. C'est un abus de pouvoir. Je vous dis que je ne l'ouvrirai pas. D'ailleurs, j'ai perdu la clé.
Si vous voulez pas l'ouvrir, on ira chercher l'inspecteur. C'est une indignité. C'est une honte. Et si vous avez perdu la clé, on le forcera. Mais vous n'avez pas le droit. Mais écoutez, je me plaindrai. Je me plaindrai aux ambassades. Je me plaindrai aux ministres. Je vous ferai révoquer, mettre en prison, condamner. Vous m'entendez? Tout ça, c'est de la frime. Ouvrez l'écran. Madame ouvrit le long écrin de velours rouge. Et au même instant, le douanier fit un bond en arrière, effaré, comme s'il avait peur d'être mordu par une bête vénéneuse. Oh nom de Dieu! Mais fallait le dire que vous étiez veuve! Oh là 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 là, madame fut gênée. Cela dit, je dois reconnaître qu'elle montra une certaine crânerie dans ces circonstances plutôt difficiles. Je la raccompagnai jusqu'à son wagon, portant le sac où elle avait remisé l'écrin fameux. Et à un moment, sur le quai, elle s'arrêta. Et avec une impudence tranquille, elle me dit « Oh, comme j'ai été bête! J'aurais dû déclarer que l'écrin vous appartenait. » Alors, je remercie beaucoup madame. Madame est bien bonne pour moi, mais moi, je préfère me servir de ces petits bijoux-là au naturel. Vous n'êtes qu'une idiote! Et elle alla rejoindre Coco dans le wagon qui se doutait de rien. Je crois bien que cette trop brusque vision d'un monde qui le mieux valut que je ne connusse point, ne pouvant le connaître mieux, m'a été très funeste. Qu'elles sont décevantes les routes vers l'inconnu. Vous voyez cet horizon foudroyant là-bas? C'est bleu, c'est rose, c'est frais, c'est léger, c'est lumineux comme un rêve. Vous approchez et rien. Non, il y a du sable, des cailloux, des coteaux tristes comme des murs. Rien d'autre. Et au-dessus de ce sable, de ces cailloux et de ces coteaux, eh ben, il y a un ciel gris, opaque, pesant. Un ciel où le jour se navre et où la lumière pleure de la suie. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Rien de ce qu'on est venu chercher. Puis d'ailleurs, ce que je cherche, je l'ignore. Puis j'ignore aussi qui je suis. Le monsieur Meyer, avant-hier. Oh, Lévi. Allez, changez de choses. Ah, mes enfants. Ah. Ce soir, nous sommes restés plus longtemps que de coutume à la cuisine. J'ai aidé Marianne à faire ses comptes. Joseph s'humanise un peu avec moi. Maintenant, il daigne me parler de temps à autre. Gna, 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 gna. Bloom. Reproche. Oh! Pendant que Marianne et moi travaillons, Joseph a lu la libre parole. C'est son journal.
Il n'admet pas qu'on puisse en lire un autre. J'ai remarqué que plusieurs fois tout en lisant, il m'observait avec des expressions nouvelles dans les yeux. Voilà que la poche d'un bouteille que tomba sur le parquet. Le monde se précipita, une bagarre éclata. Madame Kaufmann fut blessée et conduite à l'hospice. Les deux furent retrouvés, cachés entre ses souliers. Oh non! Mes enfants, On s'en souviendra longtemps! dans 10 ans, on parlera encore de la notoire Rebecca. La lecture terminée, il a bien voulu m'exposer ses opinions politiques. Alors, il est las de la République, qui le ruine et le déshonore, et il est pour la religion, parce qu'il dit que la... Enfin, il est pour la religion, quoi. Il a accroché dans sa sellerie les portraits du pape et de Drummond, et dans sa chambre, celle de Déroulède. Ah, c'est des rues de lapin, hein. Les patriotes. Les vrais français, quoi. Vous pas coupé. Précieusement, il collectionne toutes les chansons anti-juives. Tous les portraits en couleur des généraux. Toutes les caricatures des bouts coupés. Car Joseph est violemment antisémite. Quand il parle des juifs, ses hurles des lueurs sinistres. Ses gestes des férocités sanguinaires. Et il va jamais en ville sans une matraque. Donc il restera un juif en France. Il n'y a rien de fait. Ah, si j'étais à Paris, j'en tuerais. J'en ai trahi près de ces maudits youpins. Y a pas de chance, les traîtres qui soient venus s'établir au Médinois. Ils savent bien ce qu'ils font, va. Les vendus. Quant à l'ignoble Dreyfus, faudrait pas qu'il s'avisât de rentrer de l'île du diable en France. Non. Et pour ce qui est de l'immonde Zola, Joseph langage fort à ne point venir à Louviers comme le bruit en cours pour y donner une conférence. Son affaire serait faite. Et c'est Joseph qui s'en charge. Misérable traître de Zola, qui pour 600 000 francs a vendu toute l'armée française et toute l'armée russe aux Allemands et aux Anglais. C'est pas une blague. C'est pas un potin, c'est pas une parole en l'air. Hein. Joseph, il en est sûr. Joseph, il le tient du sacristain, qui le tient du curé, qui le tient de l'évêque, qui le tient du pape, qui le tient de Drummond. Alors ça, les juifs, ils peuvent venir visiter le prieuré. Ils trouveront écrit par Joseph, à la cave au grenier, aux écuries, à la sellerie, sous la doublure des harnais, ces mots. Vive l'armée et mort aux juifs. Aujourd'hui, j'ai appris chez l'épicière que les chasseurs avaient retrouvé la veille, dans la forêt de Rayon, parmi les ronces et les feuilles mortes, le cadavre d'une petite fille horriblement violée. Il paraît que c'est la fille d'un cantonnier. Dans le pays, on l'appelait la petite Claire. Elle était un peu innocente, mais elle était douce, gentille. Elle n'avait pas 12 ans. La petite Claire avait son petit ventre ouvert d'un coup de couteau. Et ses intestins coulaient par la blessure. Sa nuque et sa gorge portaient visibles les marques des doigts étrangleurs. Et ces parties, ces pauvres petites parties n'étaient plus qu'une plaie affreusement tuméfiée. Comme si elles eussent été forcées par le manche trop gros d'une cognée de bûcheron. Le
crime devait remonter à 8 jours au moins. Car le cadavre était presque entièrement décomposé. On raconte un tas de choses. On se rappelle que la petite Claire était toute la journée dans la forêt. Au printemps, elle cueillait des jonquilles, des muguets, des anémones dont elle faisait de gentils bouquets. L'hiver, c'était des champignons de toutes sortes, puis d'autres fleurs. À cette période-là, que pouvait-elle faire dans la forêt? Il n'y a plus rien à cueillir. Avant de rentrer, je m'arrête un instant à la sellerie où Joseph astique ses harnais. Joseph, vous savez qu'on a retrouvé le corps de la petite Claire dans le bois, assassinée et violée? Joseph ne peut réprimer un mouvement de surprise. Aussi rapide, aussi furtif qu'était ce mouvement, il me semble qu'au nom de la petite Claire, il a eu comme une étrange secousse, comme un frisson. Il se remet vite. Ouais. On m'a conté ça ce matin au pays. Ah. Et sait-on qu'est-ce qui a fait le coup? Des vagabonds, sûrement. Ou des maudits youpins. Verrez qu'on les pincera pas. Les magistrats, c'est tous des vendus. Cet homme m'inquiète. En même temps, il m'intéresse. Prodigieusement. Je le trouve plus si laid. Et si vieux. L'air sur les lèvres et dans les yeux de Joseph, un sourire qui véritablement a des lueurs rapides et courtes, comme un couteau. Je crois que cet homme, c'est le diable. Dites-moi, Joseph, que c'est vous qui avez violé la petite Claire dans le bois. Dites-le moi, vieux cochon. Le crime a été commis un samedi. Moi, je me souviens qu'à peu près à cette période-là, Joseph est allé chercher de la terre de bruyère dans le bois de Rayon. Il a été absent toute la journée. Il est revenu au prieuré avec son chargement que le soir. Tard. Dites-moi, Joseph, quel jour vous avez été chercher de la terre de bruyère dans le bois de Rayon? Vous vous le rappelez? Pourquoi ça? Non, pour savoir. Ma foi, je sais plus trop. Je crois bien que c'était le samedi. Le samedi où on a retrouvé le corps de la petite Claire dans le bois. Joseph ne lève pas ses yeux. Son regard est devenu quelque chose de si aigu, de si terrible, que malgré mon effronterie coutumière, je suis obligée de détourner la tête. Ma foi, ouais. Je crois bien que c'était ce samedi-là. Oh, j'ai envie. Une envie encore plus violente de crier à Joseph. C'est vous qui avez violé la petite Claire dans le bois! Bah oui, je le sais! C'est vous! C'est vous! C'est vous, vieux cochon! Joseph doit être une immense canaille. Parce que moi, j'ai toujours eu un faible pour les canailles. Ils ont un imprévu qui vous fouette le sang. Une odeur particulière qui vous grise. Quelque chose de fort et d'âpre qui vous prend par le sexe. Je m'aperçois que j'ai fait sur le cœur de Joseph une impression considérable. Son mauvais accueil est terminé maintenant. Il fait tout ce qu'il peut pour me plaire et
pour me marquer son amitié. Il se charge des corvées trop difficiles, et moi, de mon côté, je mets de l'ordre dans ses affaires. C'est bien ça, Célestine. Il y a déjà quelques jours que je voulais vous confier ça, Célestine. J'ai de l'amitié pour vous. Ouais, vous êtes une bonne femme. Vous êtes une femme d'ordre. Vous êtes comme moi. Je suis comme vous, moi. Ouais, pas de visage, non, ça c'est sûr. Et vous et moi, au fin fond de l'âme, c'est la même chose. Ouais, je sais ce que je dis. J'ai de l'amitié pour vous et puis... et puis j'ai de l'argent. Un peu d'argent. Ah. Ouais, un peu d'argent. Et dame, on n'a pas servi pendant 40 ans dans les bonnes maisons sans faire quelques petites économies. C'est pas vrai? Ah si, bien sûr. Et vous avez beaucoup d'argent? Peut-être 15 000 francs. Peut-être plus. Peut-être moins. On ne sait pas. Puis il faut que je vous confie autre chose, Célestine. Je suis de Cherbourg. Et je sais qu'il y a à Cherbourg, à 7 heures, une bonne occasion. C'est géré d'un petit café. Placé près du port. Un petit café placé, on peut pas mieux. Les patriotes sont dans la rue. Ils crient, ils gueulent, ils s'assoiffent. On gagnerait des 1000 et des 100, je vous en réponds. Seulement voilà. Il me faudra une femme là-dedans. Une femme d'ordre. Une femme bien gentille. Puis qui craindrait pas la gaudriole. Les marins, les militaires, ces rieurs, ces farceurs, ces bons enfants, ça saoule pour un rien, puis ça aime le sexe. Oui. Ça dépense beaucoup pour le sexe. Votre idée là-dessus, Célestine? Moi? Bah ouais quoi? Une supposition, ça vous plairait-il? Vous voulez que je fasse la putain pour que vous gagniez de l'argent? Mais je rêve de vous, Célestine! J'ai les sangs, tournez-vous! Je rêve de vous dans le petit café! Puis, il y a peut-être plus de 15 000 francs. Peut-être plus de 18 000 francs. C'est parce que ça fait comme petit cet argent-là. Puis des choses. Des bijoux. Allez. Vous seriez rudement heureuse dans le petit café. Leur causeront. Ouais. Leur causeront un de ces jours. Je suis vieux. Je suis laid. C'est possible. Mais pour arranger une femme, Célestine, retenez bien ceci. Il n'y en a pas un comme moi. Arranger une femme. Eh ben, il en a de sinistre. Est-ce une menace? Ou est-ce une promesse? Aujourd'hui, Joseph a repris ses habitudes de silence. On dirait que rien ne s'est passé entre nous hier soir. Il va, il vient, il mange, il lit, il travaille comme tous les autres jours. Moi, je le regarde. Je voudrais le détester. Bah non. Cet homme, il me donne des frissons. Puis moi, j'ai pas de dégoût. Et c'est une chose effrayante que j'ai pas de dégoût. Parce que c'est lui qui a tué. C'est lui qui a violé la petite Claire dans le bois. Il a reçu de Cherbourg la nouvelle que
La semaine prochaine doit avoir lieu la vente du petit café. Moi, je suis inquiète, je suis troublée. Je voudrais, hein. Et puis, je voudrais pas. Je crois surtout que j'ai peur. Bah, dites-moi, je sais, que c'est vous qui avez violé la petite Claire dans le doigt. Vous voyez, quand je vous le disais, je connais vos pensées. Je connais tout ce qui se passe dans vos pensées. Il ne s'agit pas de la petite Claire. Il s'agit de vous. Viendrez-vous avec moi dans le petit café? Mais j'ai peur, Joseph. J'ai peur de vous. Pourquoi j'ai peur de vous? Eh ben, voilà. Puisque c'est comme ça, j'en causerons demain. Nous avons passé toute la journée à nettoyer l'argenterie. L'Enlaire possède une magnifique argenterie. Des pièces rares, anciennes, de toute beauté. Naturellement, ils s'en servent jamais. Une très belle argenterie, ça, Célestine. Il y a surtout l'huilier de Louis XVI. Elle sait Christis que c'est lourd. Tout ça vaut peut-être plus de 25 000 francs. On ne sait pas ce que ça vaut. Viendrez-vous avec moi dans le petit café? Mais quel rapport peut-il y avoir entre le petit café de Cherbourg et l'argenterie de madame? En vérité, je ne sais pas pourquoi les moindres paroles de Joseph me font trembler. Il a pris possession de ma pensée. Il la retient, il la captive, il l'obsède. Il me trouble, il m'enchante et il me fait peur, tour à tour. Ah certes, il est laid. Brutalement, horriblement laid. Mais quand on décompose cette laideur, eh ben elle a quelque chose de formidable, qui est presque de la beauté. Non, qui est plus que de la beauté, qui est supérieure à la beauté. Sous prétexte d'affaires de famille, il est parti pour Cherbourg. Moi, je suis contente. Je sens bien que c'est seulement d'aujourd'hui que se prépare enfin pour moi une vie nouvelle. C'est décidé, il l'achètera, le petit café. Qu'il réussisse ou non, qu'il change ou ne change pas d'avis sur moi, ma décision est prise, je veux plus rester ici. Encore quelques heures, encore toute une nuit d'anxiété, et je serai fixée sur mon avenir. J'ai trop de fièvre dans le cerveau, je ne dormirai pas. Je rêverai à ce qui est en marche vers moi. Ce qui doit arriver demain. Dehors, la nuit est silencieuse, tranquille. Un froid très vif durcit la terre sous un ciel pétillant d'étoiles. Et Joseph, quelque part, est en route dans cette nuit. À travers l'espace, je le vois. Non mais c'est vrai, réellement, je le vois. Il est grave. Songeur. Énorme dans son compartiment de wagon. Il me sourit. Il s'approche de moi. Il vient vers moi. Et il m'apporte enfin la paix. La liberté. Le bonheur. Ah oui, le bonheur.
moi, nous nous sommes installés dans le petit café. Nous nous sommes mariés. Ah, le métier me plaît, je suis contente. Mais il faut d'abord que je vous raconte brièvement les événements qui précédèrent notre départ du prieuré. Alors, on se souvient que Joseph, au prieuré, dormait dans les communs, au-dessus de la sellerie. Et tous les jours, été comme hiver, il se levait à 5 heures. Or, le matin du 24 décembre, juste un mois après son retour de Cherbourg, Joseph constata que la porte de la cuisine était ouverte et que la serrure avait été forcée. La salle à manger offrait le spectacle d'un affreux désordre, d'un vrai pillage. Les meubles bousculés, le buffet fouillé de fond en comble, ses tiroirs ainsi que ceux des 2 servantes renversés sur le tapis. Mais c'était à l'office que le spectacle prenait vraiment de l'ampleur. À l'office existait un placard très profond. Et là dormait la fameuse vénérable argenterie dans 3 lourdes caisses de bois scellées par de solides pattes de fer. Or, les 3 caisses de bois, arrachées de leur inviolable et mystérieux tabernacle, bâillaient vides au milieu de la pièce. À cette vue, Joseph donna l'alarme. « Monsieur! Madame! Descendez vite! On a volé! » On a volé? On a volé quoi? On a volé quoi? Ils ont tout pris. Jusqu'à l'huilier de Louis XVI. Ah, les bandits. Moi, j'étais descendue en même temps que les maîtres à l'appel de Joseph. Moi, je regardais Joseph, qui regardait les caisses. Il avait l'air grave, songeur. Il y avait comme du mystère dans ses yeux. Après un dîner silencieux, je pus réfléchir. Bon, l'idée m'était venue tout de suite, hein, mais maintenant elle se fortifiait en moi que Joseph n'était pas étranger à ce hardi pillage. J'eus même voulu espérer qu'entre son voyage à Cherbourg et la préparation de ce coup de main audacieux et incomparablement réalisé, il y eut un lien évident. Et je me souvenais de cette réponse qu'il m'avait faite la veille de son départ. Ça dépend d'une affaire très importante. Dites-moi, Joseph, c'est vous qui avez violé la petite Claire dans le bois. Dites-moi, Joseph, que c'est vous qui avez volé l'argenterie de madame. Parle pas de ça puisque tu viendras avec moi dans le petit café. Et puisque nos 2 âmes sont pareilles. Les jours passèrent, les mois. Naturellement, les magistrats ne purent rien découvrir et ils abandonnèrent l'instruction définitivement. Depuis le jour où Joseph me donna ce baiser comme un aveu de son crime, où sa confiance alla vers moi avec la poussée d'un rut, Joseph nia. Alors j'ai eu beau le tourner, le retourner, le temps des pièges, l'envelopper de paroles douces, de caresses, il se démentit plus. Un jour je croyais à son crime, puis un jour à son innocence. C'était horriblement agaçant. Enfin, pendant les quelques mois que nous avions à rester au prieuré, je me promis de devenir une femme de chambre modèle, une perle. Toutes les délicatesses, toutes les intelligences, toutes les complaisances, je les prodiguais. Madame s'humanisait avec moi. Et c'est au plein de cette paix familiale, de cette douceur domestique, que j'annonçais un matin à madame la nécessité où j'étais de la quitter. Oh, quel dommage! Je m'habitue si bien à vous, maintenant. Mais ce fut bien pire quand, 8 jours plus tard, Joseph vint à son tour annoncer que, se faisant trop vieux et étant trop fatigué, il devait arrêter son service et prendre du repos. Ah vous, Joseph! Vous aussi, mais enfin, écoutez, c'est pas possible, là.
La malédiction est donc sur le prieuré. Tout le monde m'abandonne. Tout m'abandonne. Madame pleura. Joseph pleura. Monsieur pleura. Maria pleura. Oh, Joseph, vous emporterez tous nos regrets. Hélas, Joseph, il n'emportait pas que des regrets. Il emportait aussi l'argenterie. Il a rajeuni. Il n'est plus courbé ni lourdeau. Toujours rasé de frais. La peau brune et luisante ainsi que de l'acajou. On dirait un ancien marin. Ou un vieux loup de mer qui aurait vu des choses extraordinaires et traversé d'extravagants pays. Mais ce que j'admire en lui, moi, c'est sa tranquillité morale. On sent que sa vie repose sur des bases solides. Plus violemment que jamais, il est pour la famille, la propriété, la religion, les marins, les militaires et la patrie. Moi et mes potes. En nous mariant, Joseph, il m'a reconnu 10 000 francs. Alors on a 3 garçons pour faire le service auprès des clients et une bonne à tout faire pour le ménage et la cuisine. Puis ça marche à la baguette. En 3 mois, on a changé 4 fois de bonnes. Qu'est-ce qu'elles sont exigeantes, les bonnes à Cherbourg. Puis chapardeuses et dévergondées. Ah, c'est pas possible, c'est dégoûtant. Moi, je tiens la caisse. Je trône au milieu du comptoir parmi une forêt de fioles enluminées. Joseph, il aime bien le soir que je montre un petit peu de peau dans un décolletage aguichant. Eh ben, c'est qu'il faut allumer le client, hein. Le maintenir dans une joie constante. Un constant désir de ma personne. Mais il faudrait pas, je pense, que mes façons dépassassent les encouragements des sourires équivoques et des illusoires promesses. Puis j'y pense pas d'ailleurs. Hein. Joseph, il me suffit. Je l'ai dans la peau. Il m'a prise. Et puis je perdrai au change. Tous les trucs de l'amour, il les connaît. Il en invente même. Enfin, là où Joseph triomphe, c'est dans la politique. Grâce à lui, le petit café est devenu le rendez-vous des antisémites marquants et des plus bruyants patriotes de la ville. Oh, le jour du débarquement de Dreyfus en France, j'ai cru que le petit café allait crouler sous les « Vive l'armée mort aux Juifs ». Joseph, qui est déjà populaire dans la ville, hein, ce soir-là, il connut un succès fou. Il monta sur une table et il cria « Si le traître est coupable, qu'on le rembarque, et s'il est innocent, qu'on le fusille !» Quelqu'un, ayant voulu dire on ne sait pas quoi, fut hué. Joseph se précipita sur lui et d'un coup de poing, il lui fendit la lèvre et lui cassa 5 dents. Battu à coups de plat de sabre, déchiré, en sang, à moitié mort, il fut jeté comme une ordure dans la rue. Ah non, mais moi, il y a des moments où j'ai peur, hein, dans cette ambiance de tuerie. Parmi toutes ces faces bestiales, lourdes d'alcool et de meurtre, c'est rien. Faut ça pour les affaires. Les nouvelles sont pas bonnes. On parle d'une guerre avec l'Angleterre. Oh mon Dieu! Et si Cherbourg était bombardé? J'ai pensé à une chose. Un coup. Un riche coup. Plus je te regarde, et plus je trouve que t'as pas une tête de Bretonne. Non. T'as pas une tête de Bretonne, t'auras plutôt une tête d'Alsacienne. C'est ce que je veux dire? En temps de guerre, une Alsacienne, bien jolie, bien nippée, bah ça enflamme les cœurs. Ça excite le patriotisme. Et il n'y a rien comme le patriotisme pour saouler les gens. Alors, qu'est-ce que
t'en penses? Je te ferai mettre dans les journaux. Peut-être même sur les affiches. Ben non. Moi, je préfère rester en dame. Eh, dis donc! Tu faisais pas tant d'histoires quand tu couchais avec tout le monde! Oui, bah, et toi, alors... Ah bah, laisse-moi, hein, parce que j'en dirais trop long. Putain! Un voleur! Quelqu'un entra et il fut plus question de rien. Et le soir, on se raccommoda dans les baisers. Oui, je vais me faire un joli costume d'Alsacienne. Avec du velours, puis de la soie. Dans le fond, je sens bien que je suis sans force contre la volonté de Joseph. Malgré ce petit accès de révolte, bah, il me tient. Il me possède comme un démon. Puis moi, je suis contente d'être à lui. Je sens bien que je ferai toujours tout ce qu'il voudra que je fasse. J'irai toujours où il me dira d'aller. Jusqu'au crime.